Il est 14 heures et nous sommes le lundi 27 septembre 2021. Nous allons donc pouvoir démarrer cette séance du Conseil municipal d'automne. Et nous allons commencer avec l'appel qui va être fait par Émilie Roy. Valérie Rialan, Jean-François Plane, Cécile Gomez, Jean-Michel Perratou, Bérénice Bonal, Jean-Claude Vega, Agnès Biasuto, Pascal Campins, Magali Vincent, Christian Garnier, Martine Clopin, Jacques Paganelli, Patrick Roisse, Serge Venet, Chantal Jauvert, Isabelle Roger, Jean-Marc Illic, Stéphanie Assion, Éric Galliano, Graziella Piras, Thomas Michel, Cédric Giner, Marine Desideri, Émilie Roy, présente, Denis Tendil, Armand Cabrera, Martine Cabot, Bernard Pézery, Éric Joffre, Marina Brondino, Valérie Pozzo di Borgo, Viviane Thiard. Merci. Et j'ai reçu le pouvoir de Valérie Pozzo di Borgo pour Marina Brondino, le pouvoir de Magali Vincent pour Cécile Gomez, le pouvoir de Christian Garnier pour moi-même, Jacques Paganelli pour M. Perratou et M. Pascal Campins pour M. Plane et M. Pézery, Denis Tendil, ainsi que M. Cabrera pour M. Éric Joffre. Voilà, l'appel est terminé, nous avons le quorum, donc pouvons légalement attaquer cette séance du Conseil municipal. Et je vous propose de commencer avec l'approbation du PV de la dernière séance. Avez-vous des commentaires? Pas de commentaires, je propose de passer à l'approbation. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Madame Cabot, vous abstenez. Donc combien d'abstentions du coup? Tout le groupe. D'accord, 7 abstentions. Voilà, on va attaquer ensuite avec les questions financières pour commencer, avec trois délibérations qui vont être faites par M. Perratou, qui est à ma gauche. Allez-y, Jean-Michel. C'est bon? Bonjour à tous. On va parler des reprises sur provision. Alors, en vertu du principe comptable de prudence, la collectivité comptabilise toute perte financière probable, dès lors que cette perte est envisagée. Les provisions permettent ainsi de constater un risque ou une charge probable. Les provisions devenues sans objet à la suite de la réalisation ou de la disparition du risque ou de la charge doivent être soldées par leur reprise totale. Les dossiers suivants sont clos et nécessitent une reprise sur provision. L'affaire Torcol,
5 000 euros. L'affaire Lévy, 9 000 euros. L'affaire Ayé, 2 000 euros. L'affaire SNC Georges V, 5 000 euros. L'affaire Giraud, 5 000 euros. Le montant total de la reprise est de 26 000 euros. Il est proposé au conseil municipal d'adopter l'exposé ci-dessus, d'autoriser la reprise sur provision au compte 7815 pour un montant de 26 000 euros. Merci pour cette présentation. Une question, Madame Martine Cabot, allez-y. Monsieur le maire, Monsieur Cabrera et moi-même, lors de la commission Affaires générales et finances du 24 mars 2021, relevant du budget 2021 de la commune, avions mis, entre autres, l'accent sur la page 92 de celui-ci, annexe 4, concernant l'état des provisions. Nous apprécions le fait que vous ayez pris en considération nos remarques et interrogations et que vous ayez apuré ces provisions. Merci. Merci, Madame Cabot. Je propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Délibération numéro 2, ça concerne la limitation de l'exonération de 2 ans sur la taxe foncière. Jean-Michel Perratou. Le conseil municipal a décidé de supprimer à partir du 1er janvier 1994 l'exonération sur 2 ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties, sur les immeubles à usage d'habitation hors logements sociaux, non financés au moyen d'un prêt aidé par l'État. Or, la réforme de la suppression de la taxe d'habitation rend caduque cette décision en raison du transfert de la part départementale des recettes de la taxe foncière à la commune. La version de l'article 1383 du Code général des impôts, amendée par cette réforme, ne permet plus de supprimer l'exonération, mais de limiter l'exonération prévue au premier alinéa du présent article à 40, 50, 60, 70, 80 ou 90% de la base imposable. Sachant que la commune du Pradès souhaite neutraliser budgétairement la réforme de la suppression de la taxe d'habitation sur ses recettes de fonctionnement, il est proposé qu'à compter de 2022, l'exonération de 2 ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faisant des constructions nouvelles, addition de construction, reconstruction et conversion de bâtiments ruraux en logements, soit limitée à 40% de la base imposable. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de limiter l'exonération de 2 ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur de constructions nouvelles, d'addition de construction, reconstruction et conversion de bâtiments ruraux en logements, à 40% de la base imposable, en ce qui concerne tous les immeubles à usage d'habitation. Merci pour cette présentation. Avez-vous des questions, Madame Cabot? Juste une petite question que j'ai oublié de poser en commission. Sachant que les communes doivent délibérer avant le 1er octobre, est-ce que vous connaissez la base d'imposition donc des autres communes par rapport au Pradé? Alors, je crois que c'est le 15 octobre, mais ce n'est pas la question. La question, c'est la date de délibération des 2 autres communes? Non, non, pas du tout. Quelle est la base qui a été donnée pour les autres communes, si vous le savez, pour justement limiter la base imposable, qui est de chez nous de 40%. Alors, je ne suis pas sûr de comprendre la question, là, parce que les bases locatives, vous ne parlez pas des bases locatives, vous parlez de savoir s'ils ont pris 40%, 60%, 80%. Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. Limiter l'exonération, oui. Est-ce que c'est 40, 50, 60 pour les autres communes? Est-ce que c'est la même que nous? Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu un bureau métropolitain qui s'est tenu avec les 12 maires de la métropole. Il y a une position commune qui a été prise, a priori, de limiter à 40% cette prise. En fait, c'est une prise d'argent sur les communes, une de plus. Il y en a eu déjà beaucoup ces dernières années. Donc la position des communes de la métropole, c'était plutôt de dire qu'on se cantonnait à 40% d'exonération. Alors, il se trouve que ce soir, il y a un conseil municipal à Carqueiranne, et je sais que le maire de Carqueiranne, par exemple, va prendre la même délibération que la nôtre. Je pense que c'est une délibération qui va être prise par la quasi-unanimité des communes de la métropole, mais je ne suis pas certain de moi. Je peux vous donner la réponse pour Carqueiranne de façon certaine, parce que j'étais ce matin avec le maire de Carqueiranne et avec Valérie Rianan, donc pour visiter le collège de Carqueiranne, mais pour les autres communes, je n'en suis pas tout à fait certain. Mais la position, c'est de limiter la casse à 40%. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Troisième question concernant les finances, ça concerne l'admission en non-valeur. Jean-Michel. Les admissions en non-valeur.
Dans le cadre de l'appurement périodique des comptes entre l'ordonnateur et le comptable, le trésorier a proposé l'admission en non-valeur d'un certain nombre de créances détenues par la commune du Pradet. L'admission en non-valeur d'une créance a pour résultat d'apurer les prises en charge. Elle ne libère pas pour autant le redevable, le recouvrement devant être repris si le débiteur devient à meilleure fortune. Il a ainsi proposé au conseil municipal d'admettre en non-valeur les titres non recouvrés figurant sur les états présentés par le trésorier pour un montant global de 4 091,32 €. La dépense résultant sera imputée à l'article 65-41 des créances admises en non-valeur pour 1 267,95 € et à l'article 65-42 en créances éteintes pour 2 823,37 €. Merci pour cette présentation. Pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. On va passer aux questions concernant les RH. Il se trouve que Magali Vincent est éloignée du Pradet, donc je vais m'occuper de ces questions-là aujourd'hui. C'est moi qui vous les présenter dans leur intégralité, ou presque. Donc la première délibération, c'est la 4, et ça concerne la modification du tableau des effectifs. Donc comme vous avez pu le lire au travers de la délibération, et comme vous avez pu le voir lors de la commission qui s'est tenue la semaine dernière en mairie, il y a une création de 26 postes, une suppression de 25 postes. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en fait, ce ne sont pas des créations de postes au sens de création de postes, c'est virtuel en fait. Il s'agit de permettre aux agents d'avoir des avancements de grade, de modifier leur position dans la commune. Il ne s'agit que de ça, il ne s'agit pas de créer Des postes qui ne sont pas nommés. C'est pas impossible. Voilà. On, Ok. vous les fournira avec précision et avec intérêt. Je précise que cette délibération, ce tableau d'effectifs a fait l'objet d'un comité technique et il a été validé par l'ensemble des syndicats de la commune et des représentants du personnel. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 5, ça concerne l'adhésion à la mission facultative de paix à façon auprès du centre de gestion. Alors en fait, l'idée, c'est de confier au centre de gestion un certain nombre de missions concernant l'élaboration des fiches de paix. Donc comme c'est inscrit dans la délibération, c'est en fait la confection des fiches de paix, des élus comme des agents, c'est la transmission des bulletins de salaire, c'est la préparation des mandatements de la paix, c'est l'envoi des données sociales, notamment de fin d'année, DSN, via le portail Net Entreprise. Donc l'idée, en fait, il y a deux idées dans cette histoire. C'est à la fois de rendre encore plus efficace l'action du service support de la commune, et puis aussi, on envisage, alors j'espère qu'on pourra le faire, on envisage en 2023, au moment où vous savez qu'il y a une modification des normes, des nomenclatures comptables, et on va passer en M57. Donc l'idée, c'est peut-être de passer à l'occasion de la transformation de la comptabilité publique en M57 pour nos communes, de changer de logiciel. Donc l'idée de passer en paix à façon avec la CDG, c'est aussi un moyen pour nous de nous exonérer de la partie compliquée de changer de logiciel sur la RH. Donc l'idée, c'est deux choses. C'est à la fois de passer par le CDG pour une simplification administrative qui va soulager les services, et nous, on va se concentrer sur les missions essentielles des RH, à savoir la gestion des carrières, s'occuper encore mieux de nos agents. Et la deuxième dimension, c'est préparer un changement de logiciel. Voilà. Avez-vous des questions? Pas de questions. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 6. Ça concerne en fait les heures supplémentaires et la possibilité de façon tout à fait ponctuelle de dépasser la limite de 25 heures d'heures supplémentaires. L'idée, c'est de se mettre en conformité avec la loi parce qu'on avait besoin de... Il y a des lois qui sont passées qui encadrent un peu mieux les heures supplémentaires dans les collectivités. Donc on a souhaité, au travers de cette délibération, de se mettre en conformité avec la loi. Pareil, c'est un point qui est abordé en comité technique avec l'ensemble des représentants du personnel des syndicats et qui a fait l'objet d'un vote à l'unanimité. Avez-vous des questions? Madame Brondino, allez-y. Monsieur le maire. Oui, ça marche, merci. Monsieur le maire, bonjour. Vous dites que le dépassement du contingent maximum de 25 heures supplémentaires prévu par ce décret ne peut être autorisé que dans certaines raisons.
Aujourd'hui, vous le mettez en délibération et ce n'est pas juste pour anticiper que des agents puissent être susceptibles d'exécuter des heures supplémentaires, mais bien parce qu'il y a nécessité, nous présumons. Et s'il y a nécessité, c'est peut-être qu'il y a derrière cela un diagnostic de terrain allant dans ce sens. Est-ce que nous pourrions savoir s'il y a un besoin d'heures supplémentaires aujourd'hui au Pradé? Autrement dit, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous mettez cela en délibération en dehors du fait de vous mettre en conformité ou pas? Merci. Alors les deux sont liés. Il y a effectivement un besoin qui est aujourd'hui, on le connaît, notamment quand on fait des festivités, mais pas seulement. L'été, on a des saisonnalités qui sont assez fortes au Pradais. On a beaucoup d'animations, donc il faut que c'est mis dans la délibération. Il y a un certain nombre de services qui sont soumis à heures supplémentaires, plus que les autres. Je parle notamment de la partie sécurité. Il est important de bien sécuriser notre village au travers de l'action dont je rappelle à nouveau, je crois que c'est une action qui est reconnue par l'ensemble de la population, sous l'impulsion de Jean-François Plane. On a une équipe de police municipale qui fait vraiment bien son travail. Ça tourne. Moi, j'ai beaucoup de policiers nationaux qui habitent au Pradais qui nous disent « Votre police municipale, elle tourne, on la voit, elle est présente ». C'est important de pouvoir sécuriser la population. C'est aussi pour ça qu'on avait installé des caméras de surveillance. Donc, il y a une nécessité, de notre point de vue, de renforcer la sécurité de nos administrés. Et l'idée, c'est effectivement de renforcer la sécurité de nos administrés, en particulier lorsqu'il y en a besoin, donc pendant la période estivale, où là, il y a un surcroît d'activité, et pendant les événements. Service technique, même chose. Il y a aussi pas mal de festivités, de commémorations, où on a nécessité d'appeler nos agents du service technique pour qu'ils puissent renforcer les effectifs normaux, qu'ils puissent intervenir aussi en dehors des heures. Par exemple, on fait une commémoration un 11 novembre, un 14 juillet, un 8 mai. Ça tombe, alors 8 mai, oui, c'est forcément 8 mai, 1er mai, c'est forcément férié. Donc, on a besoin de faire des heures supplémentaires à ce moment-là, parce que les gens travaillent en heures supplémentaires. Donc, le besoin, il est là, il est réel. Et donc, on en profite pour prendre une délibération et se mettre en conformité par rapport à la loi. Merci. Je vous en prie. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Question numéro 7. Ça concerne le remboursement de frais de déplacement des élus municipaux. Là encore, on souhaite se mettre en conformité avec la loi, notamment avec la loi de 2019 sur la loi proximité qui a été faite par le gouvernement et l'Assemblée nationale. Et ça concerne aussi la partie formation. Vous savez qu'il y a une nécessité, il y a toujours une nécessité de former les élus, mais ça s'est encore renforcé avec la loi. Donc, on est en train de travailler sur un plan à partir de 2022 pour faire des formations en interne des élus, y compris les élus de la majorité, de l'opposition aussi, ce que je voulais dire. Donc chacun a le droit à formation. On envisage bien sûr que ce droit à la formation soit acté dans les années qui viennent. Donc il y aura nécessité peut-être de se déplacer. On anticipe et on se met en conformité avec la loi, là encore, pour permettre aux élus de se déplacer en se faisant rembourser des frais de déplacement. J'en profite pour dire qu'il y aura plusieurs niveaux de contrôle. Il y a le premier niveau de contrôle qui consiste à passer une délibération. Tu aurais très bien pu rembourser les frais de déplacement sans passer de délibération, mais on aurait été hors la loi, même si il y avait pas, c'était pas très important, mais quand même, vous pouvez toujours être dans les clous. Ensuite, on rendra compte au conseil municipal parce que chacune de ces missions devra faire l'objet d'un ordre de mission du maire. Donc chaque frais de déplacement devrait être validé par mois dans un premier temps et ça passera en plus en décision ou par arrêté du maire. Voilà, donc il y aura une transparence totale sur la question et vous saurez exactement qui se déplace, où et pourquoi faire. Avez-vous des questions? Pas de questions, je vous propose de passer au vote. Madame Cabot. Ça y est, ça marche. Une petite question concernant les formations. Vous venez de dire que tous les élus y ont droit, même ceux de l'opposition. Légalement, les élus ont le droit à une formation. D'accord. Est-ce qu'il y a un calendrier? Est-ce qu'il y a On y travaille. D'accord. Non, on y travaille. En fait, c'est un projet qu'on a lancé cette année. On espère l'achever en 2022, mais vous serez tenu au courant. D'accord, merci. Je vous en prie. Je vous propose de passer au vote. Qui est au vote? Non, au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Question numéro 8. C'est le renouvellement de la convention ascendante de mise à disposition du personnel communal vers la métropole. Je rappelle que c'est une délibération triennale qui se prend tous les 3 ans. La dernière avait été prise en 2018. On est en 2021, donc on prend les mêmes et on recommence et on fera la même chose en 2024. Donc, avez-vous des questions sur cette convention ascendante? Pas de questions. Je propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie.
Délibération numéro 9, 10 et suivante. Isabelle Roger va prendre la parole. Il s'agit de la partie marché public. Et on commence avec la délibération numéro 9 et le CIVAD. Oui, bonjour. Merci, monsieur le maire. Donc, dans le cadre de la commande publique, il est permis de créer des groupements de commandes pour coordonner et regrouper la passation des marchés publics. Les avantages sont nombreux, et notamment des avantages tarifaires et qualitatifs, par le biais de la massification des achats. Le groupement de commandes auquel la commune du Pradé souhaite adhérer est le groupement de commandes des collectivités territoriales du Var, dont le champ aujourd'hui d'intervention est divers, et notamment fourniture de denrées alimentaires, bio et pas bio, librairie, mobilier de bureau, papeterie scolaire, habillement, produits d'entretien, matériel de préparation et de services pour la restauration collective, accessoires, habillement, équipements de service et autres. Cette liste n'étant pas exhaustive, pourra être complétée au fur et à mesure des besoins des communes. Donc, l'idée est que la commune adhère à ce groupement de commandes, qui donc existe déjà, auquel adhèrent déjà un certain nombre de communes, dont le coordonnateur est le syndicat intercommunal varois d'aide aux achats divers, c'est-à-dire le CIVAD. Le CIVAD donc coordonne les besoins, recense les besoins de chaque collectivité et passe le marché public au nom des communes. Et ensuite, chaque commune, séparément, contracte avec l'attributaire qui a été choisi par le groupement de commandes. Il est donc proposé aujourd'hui au conseil municipal d'autoriser l'adhésion de la commune du Pradé à ce groupement de commandes dont le coordonnateur est le CIVAD, et d'autoriser monsieur le maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes telle qu'annexée aujourd'hui. Merci Isabelle. Avez-vous des questions ? Pas de questions. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 10. Je vais la faire celle-ci. Ça concerne la désignation des représentants de la commune à la CAO du CIVAD, justement. Donc, je vous propose la candidature d'Isabelle Roger et en suppléant de monsieur Perratou. Pas de questions. On va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 11, ça concerne la démolition et la reconstruction du groupe scolaire Marcel Pagnol du Pradé. Alors, pour rappel, donc, le 8 février 2021, le conseil municipal s'était réuni afin d'acter qu'on donnerait un mandat de maîtrise d'ouvrage. Et donc, on a lancé un appel d'offres à cet effet. Cet appel d'offres a donné lieu à donc, un choix d'un attributaire. Mais pendant la période de recours possible, un des candidats évincés a déposé un référé précontractuel qui a aujourd'hui stoppé notre procédure de démolition et de reconstruction de l'école Pagnol. Le juge des référés du tribunal administratif a donc annulé notre procédure en cours et la commune aujourd'hui a déposé un recours auprès du Conseil d'État. Toutefois, on a décidé qu'afin de ne pas pénaliser les enfants pradétans durant la procédure judiciaire dont nous ne connaissons pas le délai, qui peut être longue, il est proposé au conseil municipal aujourd'hui de valider la réalisation en régie d'un certain nombre de prestations qui auraient été confiées aux mandataires de maîtrise d'ouvrage, notamment les études de faisabilité, ainsi que de la passation de tous les marchés publics liés à cette opération de travaux. Il conviendra aussi de proposer au conseil municipal d'approuver le lancement d'un concours de maîtrise d'œuvre, puisque c'était dévolu au maître. Si on avait eu un mandataire à la maîtrise d'ouvrage, c'est lui qui aurait lancé cette procédure. Il appartient donc aujourd'hui à la commune de la lancer. La procédure pour le choix du maître d'œuvre consiste à faire un concours avec, à l'issue d'un appel restreint, avec remise d'esquisses. On vous avait déjà présenté l'enveloppe financière des opérations de travaux, qui n'ont pas changé, et de l'opération entière, à savoir 10 374 539 hors taxes pour l'ensemble de l'opération. La passation du concours de maîtrise d'œuvre se fait en plusieurs étapes, et à cet effet, il va falloir désigner un jury de concours. Cette composition de jury est faite de façon réglementaire et est imposée par le Code de la commande publique.
Il y a des membres titulaires qui sont tous les membres de la commission d'appel d'offres donc du Pradé. Bon, je ne rappelle pas les noms, mais voilà, vous les avez tous et c'est celles qui siègent en permanence quand il y a des marchés publics. Il sera aussi nommé 3 membres experts qui auront les qualifications qui seront attendues par les candidats qui se présenteront au marché de maîtrise d'œuvre. Ça pourrait être des architectes, ça pourrait être des économistes de la construction. Et puis, il y aura 5 membres du jury à voix consultative qui seront désignés ultérieurement par arrêté municipal. Et ce sont des personnalités qui auront intérêt à la construction de cette école, ne serait-ce que le directeur de l'école et toutes les personnes qui travaillent dans cette école, notamment. Le concours donc, se fait en plusieurs étapes. Une première sélection donc, des candidats sur donc, des qualités professionnelles. On va fixer on fixe à 3 minimum et 4 maximum le nombre de candidats qui seront retenus. Une fois que ces candidats seront donc sélectionnés, on leur demandera donc de présenter leur projet. Ils remettront notamment une maquette. Tout ça de façon anonyme. Le jury, donc, dont je vous ai parlé tout à l'heure, se prononcera donc, sur la qualité et sur ces maquettes. À l'issue de l'avis du jury, l'anonymat est levé sur le rendu des projets et un dialogue commence entre donc, les candidats qui vont présenter leur projet et présenter leur enveloppe financière. Et le pouvoir adjudicateur désignera le lauréat du concours à l'issue donc, de toute cette procédure. Sachant que chaque candidat qui va participer à cette consultation aura un travail d'élaboration, ne serait-ce que d'un projet construit avec une présentation de maquette, la réglementation prévoit qu'il soit attribué, la possibilité d'attribuer une prime à chaque participant. Celui qui sera le lauréat du concours aura cette prime qui sera déduite de sa rémunération et les autres équipes qui n'auront pas donc, remporté le concours percevront une indemnité de 30 000 € qui inclut notamment la remise des maquettes. Donc aujourd'hui, il est proposé au conseil municipal d'abord de prendre acte du projet et du programme et de l'enveloppe opérationnelle, d'autoriser le lancement du concours restreint de maîtrise d'œuvre, d'autoriser Monsieur le maire à arrêter à 3 minimum et à 4 maximum le nombre des candidats admis à présenter une offre et ensuite à négocier le marché de maîtrise d'œuvre, de fixer à 30 000 € par équipe le montant de la prime du concours aux participants ayant remis une offre, de dire que la dépense correspondante sera imputée sur les crédits inscrits au budget principal, de désigner comme membres du jury les membres de la commission d'appel d'offres, et enfin d'autoriser Monsieur le maire à nommer par arrêté les membres experts, les 3 membres experts ayant voix délibérative et les membres ayant voix consultative. Voilà, merci. Merci pour cette présentation. Avez-vous des questions? Pas de questions. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 12. Ça concerne une convention de groupement de commandes entre la ville, le CCS et la résidence autonomie. Alors, l'idée est toujours de faire des économies d'échelle et puis surtout de permettre une gestion administrative plus cohérente et d'alléger d'alléger notamment le CCAS et le rail du Soleil-Hou pour tout ce qui est la commande publique, la commune ayant entrepris de son côté de mettre en place un service d'achat qui réglementairement bien cadré. Il est donc aujourd'hui, la ville passe de temps en temps des procédures dans lesquelles elle intègre le CCAS et la résidence autonomie. Et il est aujourd'hui proposé de généraliser donc cette démarche et d'établir un groupement de commandes de façon pérenne entre la ville et le CCAS et la résidence autonomie, ce qui permettra donc de faire à la fois des économies d'échelle et d'améliorer la qualité et la quantité des fournitures. On a listé des familles dans lesquelles donc, ces marchés se feront de façon groupée, à savoir l'assurance, le nettoyage des bâtiments, les travaux tout corps d'État, la maintenance des équipements, les produits parapharmaceutiques,
les matériels de protection, mais cette liste n'est pas exhaustive et elle pourra être donc amendée en cours de mandat. Ce n'est pas obligatoire pour le CCAS et le rail de systématiquement passer par la commune, pourront aussi malgré tout faire leur procédure de marché, mais de façon générale, donc tout sera groupé, c'est-à-dire que la mairie, systématiquement, quand elle lancera une procédure de marché, ira recueillir les besoins du CCAS et du rail, du foyer. Le coordinateur sera ce sera la commission d'appel d'offres du coordonnateur, c'est-à-dire de la mairie, qui procédera donc au choix des attributaires des marchés. Et ensuite, le CCAS et la résidence autonomie gérera l'exécution des marchés. Donc aujourd'hui, il est proposé d'approuver la constitution d'un groupement de commandes permanent entre la ville, le CCAS du Pradé et la résidence autonomie, et de dire que la ville du Pradé assumera le rôle de coordonnateur du dit groupement de commandes. Enfin, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention constitutive de groupement de commandes et tous les documents afférents. Merci Isabelle. Avez-vous des questions? Non. Donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Délibération. Alors on a fini avec les questions liées au marché public. Merci. On va passer aux questions liées au foncier avec Valérie Galland et la question numéro 13. Les numéros 13 et 14 sont liés puisque ça concerne le projet situé sur l'actuelle police municipale, ou l'ancienne plutôt police municipale. Question numéro 13 concerne la cession des parcelles afférentes. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, il s'agit effectivement de la cession des parcelles AD 213 et AD 170 à la Maison familiale de Provence, une coopérative HLM. Ces parcelles sont situées, comme vous le disiez, au niveau de l'entrée ouest de la commune, site de l'ancienne police municipale. Ce site nécessite une requalification compte tenu à la fois de son aspect dégradé et des besoins de la population. Depuis plusieurs années, la commune s'est mobilisée pour avoir la maîtrise foncière de ces parcelles situées à l'angle de la première DFL et de la rue Jean Moulin. Les parcelles AD 213 et AD 170 se situent, je vous le rappelle, en zone UA et UB au PLU. Et par ailleurs, un fort besoin de stationnement a été identifié sur cette entrée ouest, tant pour les résidents que pour les clients des commerces situés alentour. La Maison familiale de Provence, groupe Val-Office, a donc proposé à la commune du Pradais un projet qui permet de répondre à ces deux objectifs. Il s'agit de la construction de 40 logements, dont 50% en accession à la propriété, dans le cadre d'un bail réel solidaire, et de 90 places de stationnement environ, dont 40 en parking souterrain pour les propriétaires des BRS. L'estimation effectuée par France Domaine en date du 6 mai 2021 s'élève à 838 000 € pour l'emprise totale du projet. S'agissant du domaine privé communal, l'avis du service des domaines ne lie pas la collectivité, qui peut toujours, en vertu du principe de libre administration, décider de passer outre dans le cadre d'une vente de gré à gré. Il a ainsi été décidé d'un prix de vente des parcelles communales pour un montant global de 1,1 million d'euros, pour tenir compte, entre autres, des contraintes de dépollution et surtout régler les problèmes d'éviction du commerce existant. Cette vente sera bien sûr réalisée sous réserve de l'obtention des autorisations d'urbanisme et de la purge de tout recours des tiers. Il vous est donc demandé de vous prononcer sur le bien-fondé de cette transaction et d'accepter le prix de vente de 1,1 million d'euros pour l'ensemble foncier de 2373 m². Je vous remercie. Merci pour cette présentation. Une question de Monsieur Joffre, allez-y. Monsieur le maire, Madame la première adjointe, j'ai pu participer, comme vous le savez, à la commission aménagement mercredi dernier. Et c'est à cette occasion que j'ai appris que vous aviez un projet de logement entre le Victoria et l'ex-police municipale, à l'ouest donc de la première DFL. Ce projet, à mon sens, sort un peu brutalement du chapeau, comme bien d'autres projets à d'autres moments. Au cours de cette commission, outre le fait que j'ai trouvé que celle-ci était positionnée bien tardivement par rapport à ce conseil, j'ai pu faire des remarques sur ce projet de création de 40 logements
Et je souhaite à nouveau réitérer ces remarques devant cette Assemblée, devant les Pradétans. Je vais d'abord vous dire que le BRS est une bonne solution. Nous l'avions énoncé dans notre programme, il fut un temps. Il faut croire que vous en êtes inspiré. Mes commentaires positifs s'arrêteront là. Venons-en au négatif. Vous disiez il n'y a pas si longtemps, stop au béton, monsieur le maire. Qu'en est-il désormais? Vous disiez vouloir concerter. Avez-vous concerté les habitants proches? Avez-vous concerté le CIL à ce sujet? Vous indiquez que les places de parking, que les places de stationnement manquent dans ce quartier. Les commerçants en souffrent, c'est vrai. Et vous en faites d'ailleurs un argument fort dans votre projet de délibération. Alors attendons-nous quelque peu sur ces places de parking. Vous nous proposez 90 places, 40 pour 40 logements. Je vous rappelle qu'il y a 20 logements en accession BRS et 20 logements en locatif social. Il y aura donc sur ces 90 places, 40 places en sous-sol, exclusivement pour les 20 logements en BRS. Il y aura donc 50 places en surface. Ces 50 places seront donc consacrées en grande partie pour les logements en locatif social. Si l'on compte 1,5 à 2 voitures par logement, ce qui est à peu près la norme, on se rend compte que 40 places seront probablement occupées par les bailleurs de ces logements en locatif social. Il restera donc à disposition pour les commerçants et pour les résidents du quartier une dizaine de places, sachant qu'il y en a 12 aujourd'hui devant la police municipale. Y a-t-il donc une plus-value pour les commerçants? Je ne crois pas. Vous me répondrez peut-être à ce sujet tout à l'heure. Je souhaite soulever 2 derniers points. Avez-vous intégré dans votre réflexion le girantoir d'entrée de la première DFL, ce petit girantoir devant le plein sud? Est-il intégré à votre réflexion? Quelle articulation y a-t-il avec TPM et les locaux qui lui appartiennent, je pense à la police municipale et au CCFF? En résumé, monsieur le maire, j'ai l'impression qu'il s'agit ici d'un projet mal préparé, mal concerté, un projet élaboré à la hâte, qui me laisse penser que votre seul but est de minimiser ou de neutraliser la pénalité de la loi SRU, sans tenir compte des vraies problématiques du quartier, de ses habitants et de ses commerçants. En clair, nous pensons, à nous 7, que vous jouez une mauvaise carte. Nous nous abstiendrons sur ce projet, non pas pour le BRS que nous validons, mais sur l'utilisation qui est faite de ces parcelles, qui, à notre sens, n'est pas favorable au Pradé. Merci. Monsieur Joffre, je pense que vous avez des propos qui sont un peu opposés dans leur, on va dire, dans leur fond. Vous dites d'accord pour le BRS, mais en même temps, faut faire des parkings, effectivement. Donc nous, on trouve que notre projet, il est équilibré. C'est-à-dire que sur cette parcelle-là, on pouvait faire au moins 2 à 3 fois plus de logements. Nous avons choisi d'en minimiser avec des hauteurs à R+2. On pouvait aller jusqu'à R+3, justement pour minimiser l'impact sur le Victoria, avec un parking a priori situé à l'arrière pour le logement social, 1,5, je pense qu'on n'a pas tout à fait le même calcul, puisqu'il y a une trentaine de places devant qui seront a priori occupées pour les commerçants. Bon, effectivement, ce n'est pas exclusif, mais on peut imaginer que les personnes partant au travail dans la journée, ce parking sera largement disponible pour les commerçants. Effectivement, vous m'avez proposé aussi pendant la commission de rajouter des commerces, nous, en favorisant du R+3. Il me semble que c'est à peu près ce que vous avez... Non, j'ai pas dit ça, j'ai pas parlé de R+3, non. Bon, alors admettons, rajouter des commerces. Bon, il fallait faire un choix. On ne peut pas à la fois faire des logements sociaux, favoriser l'équilibre du projet, où on a à la fois l'accession à la propriété pour nos pradétans, des places de stationnement, et quelque chose qui soit quand même joli à l'entrée du Pradet, c'est-à-dire avec un écran de verdure. Donc il a fallu un équilibre. D'autre part, ce projet, effectivement, vous l'avez dit, nous avons la pénalité SRU, c'est une première ébauche. Voilà, il fallait poser le nombre de logements sociaux, il fallait voir si ça pouvait s'agencer, mais bien évidemment, nous allons concerter avec la population, il va y avoir des réunions avec le groupe Val-Office, avec la population. C'est bien sûr prévu. Je pense que j'ai répondu à peu près à la question, si monsieur le maire... Tout à fait. Pas de points supplémentaires? Voilà.
Alors, d'abord, attendez. Un conseil municipal, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Non. Monsieur Attias, vous n'êtes pas habilité à parler, parce qu'il n'y a que les élus. Vous avez des élus qui sont là présents. Bon, suspension de séance. La séance du conseil municipal. Je remercie cette personne d'avoir mis un petit peu d'ambiance, que sinon on s'embêtait un peu. Donc, peut-être en complément de ce qu'a dit Valérie, effectivement, quand vous dites que le projet est précipité, je vous rappelle simplement que ces parcelles, on a fait l'acquisition en 2017. Donc, que ce soit à cet endroit-là ou ailleurs, on a anticipé l'aménagement de notre territoire pradétan. C'est vrai pour ces parcelles qu'on a acquis en 2017, c'est vrai pour la cave Nicole, qu'on a acquis à peu près à la même période. C'est vrai avec la maison Saroche. Vous dites Alto Béton, oui, on construit, notamment sous la pression de la loi SRU, c'est vrai. On a la pression de la préfecture. Je rappelle 600 000 € d'amende par an. 600 000 €, 5% des dépenses réelles de fonctionnement. C'est confiscatoire. Je le dis, c'est confiscatoire. Beaucoup de communes sont soumises à cette pénalité, c'est confiscatoire. Donc oui, il y a tous ces éléments qui font que la construction, elle est quasiment inévitable. Ce qui se passe, c'est que nous, on essaye de limiter cette construction. Il faut aussi penser qu'il y a des gens qui souhaitent venir s'installer au Pradet, des jeunes pradétans qui ont besoin de s'installer. C'est l'idée du BRS. Vous dites vous-même que vous avez eu l'idée de le faire. Vous ne pouvez pas à la fois nous reprocher de construire et de dire, nous, on a eu l'idée de le faire. Donc on a la même idée, on a tous les deux l'idée de construire. Merci, monsieur Joffre. Donc, autre chose concernant les parkings, on a aussi la possibilité de faire des zones bleues. La zone bleue, ça consiste à quoi? C'est justement faire en sorte qu'il y a une rotation des véhicules dans la journée. Comme l'a dit Valérie Rialan tout à l'heure, les gens qui dorment dans les logements, ils vont travailler dans la journée, donc ils libèrent la place dans la journée pour que les commerçants puissent faire le plein des parkings pour que les gens viennent dépenser dans leur magasin. J'ajoute que l'attractivité de la commune, elle a été renforcée sur ce premier mandat, elle va continuer. Je pense qu'il y a beaucoup d'administrés du Pradet ou d'ailleurs qui reconnaissent que cette dynamique existe, que cette activité a été renforcée. On va continuer à le faire. C'est pour ça que nous avons anticipé sur ces programmes il y a des années en faisant les acquisitions foncières. Les acquisitions foncières, c'est ce qu'il y a de plus long à faire. Donc, acquisition foncière, je le répète, au niveau de la police municipale, au niveau de la cave Nicole, au niveau de TPM, avec qui on a travaillé en collaboration sur ce projet, mais aussi sur d'autres, justement. On travaille avec TPM sur chacun de ces projets. Vous savez qu'ils ont acheté un certain nombre autour de la cave Nicole, ils ont acheté un certain nombre de bâtiments qui devraient être détruits en 2022. Là encore, pour aérer la commune, comme on l'a fait avec le bâtiment anciennement Boulangerie Saroche. Donc, on aère la commune où c'est possible pour la faire respirer un petit peu mieux. Et il y a des fois des constructions qui se font, mais qui ne sont même pas du fait de la commune. En l'occurrence, oui, là, c'est un projet communal qu'on discute avec TPM, qu'on discute avec la DTM, qu'on discute avec un certain nombre de personnes publiques, sous la contrainte de la loi SRU, mais pas seulement. Et comme l'a dit Valérie Rialan, c'est un projet qui nous semble équilibré, avec un petit peu de logement, un petit peu de parking et surtout de l'espace vert qui va permettre de faire une barrière végétale en entrée de ville. Écoutez, je pense qu'on respecte tout à fait ce qu'on avait dit dans le programme. On respecte l'esprit dans lequel on travaille sur ce premier mandat et on respecte l'esprit dans lequel on souhaite travailler sur ce deuxième. Se posera aussi la question de la cave Nicole en son temps. On n'est pas pressé. Nous avons anticipé en faisant l'acquisition du foncier. Nous avons anticipé en demandant à TPM d'acquérir les bâtiments qui étaient autour et de les détruire. Une fois que ça sera dégagé, on verra un petit peu mieux la zone, ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire. Et là encore, on travaillera sur un projet et on travaillera avec nos partenaires pour arriver à un programme équilibré. Voilà. Dernière chose, il y a des programmes qui se font sur le Pradet en ce moment, mais pas seulement au Pradet, ça se fait dans toutes les communes de France. Il y a une loi Allure qui est passée par là, il y a des lois qui sont passées dans tous les sens pour accélérer et permettre plus de constructabilité. C'est comme ça. Donc il y a des gens qui sont propriétaires de terrain. Quelqu'un qui vend son terrain sur une parcelle de 1000, 2000, 5000, 6000, 7000 m², il a ce qu'on appelle un droit à construire. Le maire et son équipe, en l'occurrence Mme Brialan et les services de l'urbanisme, ne sont pas là pour... bien sûr qu'on peut donner notre avis sur un projet, mais enfin les gens, quand ils achètent un terrain, ils ont un droit à construire, c'est ce qu'on appelle un droit à construire. Ils déposent un permis. Nous, ce qu'on se contente de faire, c'est soit le permis est valable et on n'a pas de raison de ne pas le délivrer, soit il n'est pas valide et on demande au promoteur ou au particulier qui a déposé un permis de revoir son projet parce qu'il n'est pas conforme à la réglementation. C'est tout ce qu'on fait. Donc il y a un certain nombre de projets qui se font aujourd'hui sur les parcelles privées.
sur laquelle la commune n'a pas grand-chose à dire, si ce n'est à accompagner le projet, faire en sorte de limiter la constructibilité. Mais ce n'est pas toujours facile, parce que quand les gens vendent des terrains, ils essayent de les vendre au plus offrant, au plus cher, avec un niveau de densité très très élevé. Et nous, on se bat contre ça autant que possible, mais on ne peut pas se battre contre la loi. Merci pour votre écoute, Monsieur Joffre. Avez-vous d'autres commentaires ou questions, Madame Cabot? Monsieur le maire, vous avez parlé de Pradétans tout à l'heure. Donc, est-ce que ces logements vont être en partie réservés pour les Pradétans? Quelle est la part de ces personnes-là, de ces jeunes Pradétans qui pourront s'installer? Alors, vous posez une question qui est essentielle, la question des attributions de logements. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est 600 000 € qui sont donnés par la commune. C'est vrai pour le Pradet, mais c'est vrai pour toutes les autres communes. Il y a une demande de toutes les communes de France. En particulier, je pense à mes collègues de la métropole, toutes les villes qui sont carencées se voient confisquer leur attribution. Donc, à partir du moment où une ville rentre en carence, et Dieu sait s'il y en a aujourd'hui en France, on se voit confisquer l'attribution de logements sociaux par la préfecture. Donc, aujourd'hui, en principe, je dis bien, la commune n'a plus son droit, n'a plus son mot à dire sur les attributions de logements sociaux qu'elle finance quand même. Donc, en gros, c'est à 20 000 € par logement, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est-à-dire qu'on met 600 000 € sur un projet, on devra avoir 30 attributions. Oh là là, on est très loin de tout ça aujourd'hui, c'est un peu fini. Donc, tout part à la préfecture décide de tout. Il faut quand même dire qu'on a plutôt des bonnes relations avec la direction, la cohésion des territoires. Ça se passe plutôt bien. J'ai l'impression qu'ils sont plus dans une phase de décrispation, ce qui nous va bien. On est dans le dialogue et on arrive sur la partie, je parle de logement social locatif, on arrive quand même à faire passer des publics prioritaires. Je pense notamment au DALO. Je vois beaucoup de femmes, vous savez que je fais les permanences tous les 2 vendredis du mois sans rendez-vous, entre 10h et midi, n'hésitez pas à venir me voir si vous le souhaitez. Donc les permanences, et je reçois beaucoup de gens qui ont besoin justement de se loger, souvent des gens qui sont en grande difficulté. Et je crois que personne autour de cette table ne peut contester la nécessité d'aider les publics les plus en difficulté. C'est ce qu'on fait d'ailleurs, au travers des attributions sur les cas qui sont extrêmement difficiles, où là je peux vous assurer qu'on monte au créneau, et quota transféré ou quota pas transféré, on en parle à la préfecture, et la préfecture a quand même toujours une oreille attentive sur ce sujet, et nous aide à donner des logements aux publics qui sont vraiment les plus fragiles et le plus en nécessité. Jean-François m'accompagne souvent aussi lors de ces permanences, et il connaît aussi la difficulté. Alors je ne parle pas, parfois ce sont des femmes battues, souvent des femmes isolées, et on a la nécessité, et je pense qu'on a le devoir en tant qu'élu de préserver et d'accompagner ces populations. Et d'ailleurs, ça nous fait plaisir qu'après on les recroise dans la rue, qu'ils nous disent merci de nous avoir aidés. On est toujours content pour elles, toujours une petite larme qui glisse, mais écoutez, c'est comme ça, on est tous faits on n'est pas des hommes de pierre, on a toujours un petit cœur tendre. Voilà. Et dernière chose, deuxième partie du discours, le BRS. Alors le BRS, c'est un petit peu plus facile, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Il y a pas mal de communes, il y a Sifour, je crois, qui en a fait, je crois qu'il y a des communes qui s'y font. Le gouvernement a un peu adouci la doctrine concernant les BRS, qui sont en fait des bars réels solidaires, et pour le grand public, ce sont en fait de l'acquisition à la propriété à prix modéré. Donc le montage est un petit peu compliqué, je vais essayer de faire simple, mais en gros, c'est on permet à la mairie de rester dans la copropriété, et puis on contrôle le prix de vente et surtout le prix de cession après, parce que c'est trop facile d'acheter un truc pas trop cher et puis de le revendre cher 5-6 ans après. Donc il y a un dispositif qui permet de contrôler ces reventes. Donc l'idée, c'est en fait de céder à des pradétans en priorité, mais ce n'est pas toujours possible non plus, de céder à des pradétans en priorité des appartements à un prix un peu plus doux que ce qu'on trouve sur le marché. Et c'est pour ça qu'on fait un premier essai de BRS. Comme je l'ai dit, on ne l'a pas fait avant parce qu'il y a peu de sociétés qui avaient monté ce qu'on appelle des offices fonciers solidaires, des OFS. C'est un peu le cas. Varhabitat en a monté un, par exemple, récemment. Donc je pense qu'à terme, on sera amené à faire pas mal de BRS plutôt que du locatif social ou d'équilibrer, parce qu'à partir du moment où on est en carence, on est aussi on est tenu par la loi pour suivre une typologie de logement locatif social. Donc ça sera un mixte des deux toujours, mais c'est vrai que le BRS a notre faveur. Monsieur le maire, pour la carence, donc si vous arrivez à régler cette pénalité, et dans les années à venir, effectivement aussi, est-ce que la carence est levée par la préfecture? Alors, Madame Cabot, vous me permettez... Alors déjà, ce que je vous propose, c'est de voter cette délibération, parce que la 14, c'est exactement le sujet. D'accord. Donc, concernant la 13, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est... Abstention? Oui. Donc, abstention du groupe. Qui est pour? Je vous remercie. Donc, la délibération 13 a été adoptée à la majorité. Je vous propose de passer à la question 14. On revient justement sur le projet de BRS et logements sociaux avec la subvention SRU. Valérie Rialan.
Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, il s'agit de l'attribution d'une subvention communale à la maison familiale de Provence, dont je vous ai parlé juste avant, pour la réalisation d'une opération de 40 logements, 20 en accession sociale sous forme de bail réel solidaire et 20 en locatif social, et de places de stationnement à l'angle de la première DFL et de la rue Jean Moulin. Donc, il s'agit, comme je l'évoquais, de réaliser des logements pour les pradétants qui souhaitent acquérir un logement à prix abordable, pour des familles économiquement plus fragiles en attente de logement social, et pour y réaliser des places de stationnement permettant un meilleur accès au commerce de l'ouest de la ville. La Maison familiale de Provence donc, est une coopérative HLM et son organisme foncier solidaire, pour réaliser des logements en bail réel solidaire, s'engage à développer 40 logements neufs, donc 50% en BRS sur l'ensemble des parcelles, 50% également en logement locatif social, ainsi que 90 places de stationnement environ. La Maison familiale de Provence a donc sollicité la commune pour le financement de cette opération à hauteur de 1,2 million d'euros. Les logements prévus bénéficient tous de la qualification juridique de logement social et comptent par conséquent dans l'inventaire de la commune au titre de la loi SRU. De ce fait, les subventions versées au titre de l'article 55 de la loi SRU, conformément aux dispositions de l'article L302-7 du Code de la construction et de l'habitat, sont déductibles des pénalités imposées aux communes carencées. Par ailleurs, le versement de cette subvention participera à la définition d'un prix de vente des BRS aux particuliers et des logements sociaux à un bailleur dans des conditions plus intéressantes, conformément aux objectifs de mixité sociale de ce type d'opération. Il est par conséquent demandé au conseil municipal donc, de valider l'attribution de cette subvention de 1,2 million d'euros à la maison familiale de Provence, qui viendra, comme indiqué ci-dessous, comme je l'ai indiqué précédemment, en déduction de la pénalité due au titre de l'article 55 de la loi SRU, et de dire que cette somme sera versée sur 2 exercices budgétaires, 600 000 euros au titre de 2021 et 600 000 euros au titre de 2022. Cette dépense est donc inscrite au budget de la commune pour 2021 et sera inscrite aussi pour l'exercice 2022. Alors là, je tiens à attirer votre attention donc sur une petite modification de la note de synthèse qui porte sur le calendrier de financement, sans modification du montant. En effet, je l'avais un petit peu évoqué en commission, de changer ce plan de financement, parce qu'on avait encore des échanges avec la DDTM, et en fait, il est plus pertinent, effectivement, pour diminuer les effets de la pénalité, de le faire sur 2 exercices. Donc voilà, il s'agit d'autoriser, pour finir, Monsieur le maire, à signer les conventions et actes subséquents nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération. Je vous remercie. Merci Valérie. Avez-vous des questions sur cette délibération numéro 14, qui avait déjà été bien entamée en fait avant? Pas de questions spécifiques. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Merci pour tous les pradétants qui pourront donc se loger dans ce programme à terme. Délibération numéro 15, ça concerne la nécessité de soumettre à déclaration préalable les divisions parcellaires naturelles et agricoles. Donc, le Code de l'urbanisme dispose que dans les parties de communes nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, le conseil municipal peut décider par délibération motivée de soumettre à l'intérieur de zones qui délimitent à déclaration préalable au titre du Code de l'urbanisme les divisions volontaires en propriété ou en jouissance d'une propriété foncière qui ne sont pas soumises à permis d'aménager. Je vais vous rappeler l'importance des zones agricoles et naturelles sur le territoire communal. En effet, elles ne sont plus à démontrer et leurs qualités paysagères sont bien mises en évidence dans le PLU actuel. Or, vous le savez, les divisions foncières génèrent un très fort impact sur les zones agricoles et naturelles, dans la mesure où elles aboutissent à une réduction des superficies réellement cultivables en raison de l'artificialisation progressive des espaces. La mauvaise santé économique, notamment de la filière agricole, liée à l'effet conjugué de la baisse des prix, de l'explosion des coûts de l'énergie, de la distorsion de concurrence sur la main-d'œuvre et les produits phytosanitaires, et à la mondialisation, génère une spéculation foncière. Cette situation engendre notamment la vente de terrains en friche ou trop petits pour être cultivés à des fins de loisirs.
De nombreuses activités et occupations du sol qui n'ont aucun lien avec le monde agricole ou forestier investissent progressivement l'espace. On relève l'existence, entre autres, d'entreprises de maçonnerie, d'entretien et de création d'espaces verts, des garages de casse automobiles, des garages à bateaux, mais aussi d'autres activités artisanales ou de services, ainsi que de l'habitat précaire sous forme de caravaning. Par ailleurs, le morcellement des espaces naturels, bien qu'encore contenu dans les massifs boisés, pourrait générer un phénomène de cabanisation ainsi qu'une multiplication de clôtures peu favorables à la libre circulation de la faune. Les divisions foncières pourraient être néfastes à la gestion du domaine forestier. Les espaces agricoles et naturels devraient donc être préservés des divisions foncières et le remembrement favorisé. Il est proposé de soumettre donc à déclaration préalable dans les zones agricoles A et les zones naturelles N, ainsi que leurs sous-secteurs, les divisions volontaires des propriétés foncières. En application de l'article L115.3 du Code de l'urbanisme, la commune pourra donc s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle implique, est de nature à compromettre gravement le caractère naturel de ces espaces, la qualité des paysages ou le maintien des équilibres biologiques. Donc, il vous est demandé au Conseil municipal de soumettre à déclaration préalable au titre de l'article 115.3 du Code de l'urbanisme les divisions volontaires des propriétés foncières, de préciser que les espaces de la commune soumis à ladite déclaration seront les zones agricoles classées A et les zones naturelles classées N au PLU, ainsi que leurs sous-secteurs. Voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel. Merci pour cette présentation. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Merci. Délibération numéro 16. Ça concerne le bail de la résidence autonomie et la fixation du loyer suite à l'acquisition par la commune de ce bâtiment. Donc, je vous rappelle la dernière délibération du Conseil municipal en date du 14 décembre 2020. Vous êtes prononcé à l'unanimité pour autoriser Monsieur le maire à procéder à l'acquisition de l'établissement pour un montant de 662 900 €. Cet achat a donc été conclu par acte notarié en date du 20 juin 2021. Et il s'agit aujourd'hui d'établir un bail de location entre la mairie du Pradet et le foyer logement Rail de Souléou, résidence autonomie du CCAS. Voilà, je vous remercie. Merci pour la présentation. Pas de questions. Je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 17. Et 18 d'ailleurs. Ce seront deux délibérations qui concernent les subventions de ravalement de façade qui ont permis d'embellir notre commune et qui continuent à l'embellir. Donc, on va, je crois, les voter une par une, mais je vais les présenter tout à la fois. Donc, il s'agit donc de la façade 117 rue Joseph Lantrua pour un montant de 7 476,70 €, de la façade 455 avenue de la Première DFL pour un montant de 15 953,85 €, de la façade 80 rue Joseph Lantrua, Bastide de Courbebesse pour un montant de 36 718,23 €, de la façade 4 rue Joseph Lantrua pour un montant de 6 754,82 €. Merci. Pas de questions sur ces délibérations. Je propose de passer au vote. On va les voter une par une. Donc la 1, la 17.1 contre, abstention pour unanimité. La 2, contre, abstention pour unanimité. Je vous remercie. La 3, contre, abstention pour unanimité. Et la 17.4, pour finir, contre, abstention, unanimité. Je vous remercie. La 18, c'est pareil. Donc on va passer au vote peut-être directement. Non, il y a une petite subtilité. Donc en fait, pour la 18, il s'agit d'accorder un délai supplémentaire à certains propriétaires obligés de reporter leur réfection suite à la démolition du bâtiment Saroche. En effet, étant donné les aléas de ce chantier, sa réalisation et la mise en sécurité du site qui a nécessité la fermeture de la rue du pensionnat, il est important que ces familles-là puissent quand même bénéficier de la subvention de 50% comme initialement prévu, bien que le dispositif se soit arrêté le 21 juin. Merci. Le 21, pas le 21 juin, pardon. Parfait. Donc là, c'est pareil. On va voter les deux. La 18.1 qui est contre pour abstention, donc unanimité. Et la 2 contre abstention pour unanimité. Je vous remercie.
La délibération 19, ça sera donc Jean-Marc Illich. C'est une motion COFOR contre le contrat État-ONF. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, le 10 juin dernier, Dominique Jarlier, président de la Fédération nationale des communes forestières, a été reçu par les cabinets des ministres de l'Agriculture, de la Transition écologique et de la cohésion des territoires au sujet des arbitrages conclus récemment pour le contrat d'objectifs et performance État-ONF. Il a été mentionné les 2 points suivants. Un soutien complémentaire des communes propriétaires de forêts sera également sollicité. Cette contribution additionnelle est prévue à hauteur de 7,5 millions d'euros en 2023, puis de 10 millions d'euros par an en 2024-2025. Une clause de revoyure étant prévue en 2022 pour confirmer cette contribution et en définir les modalités. Adapter les moyens de l'ONF en cohérence avec la trajectoire financière validée par l'État, notamment en poursuivant sur la durée du contrat la réduction de ses effectifs à hauteur de 95 ETP par an. Le 2 juillet dernier, le contrat d'objectifs et de performance État-ONF a été voté lors du conseil d'administration de l'ONF, malgré l'opposition de toutes les parties prenantes autres que l'État, collectivités, filières, syndicats et personnalités qualifiées. Considérant les décisions inacceptables du gouvernement d'augmenter une nouvelle fois la contribution des communes propriétaires de forêts au financement de l'Office national des forêts à hauteur de 7,5 millions d'euros en 2023, puis de 10 millions d'euros en 2024 et en 2025. Les impacts considérables sur les budgets des communes qui vont devoir rechercher des ressources nouvelles auprès de leurs citoyens. Le risque de dégradation du service public forestier dans les territoires en raison du projet de suppression de 500 emplois prévus dans le futur contrat État-ONF. Considérant l'engagement et la solidarité sans cesse renouvelés des communes propriétaires de forêts au service de la filière économique de la forêt du bois en période de crise, notamment sanitaire. L'impact très grave de ces crises sanitaires sur les budgets de communes déjà exsangues. Les incidences significatives des communes propriétaires de forêts sur l'approvisionnement des entreprises de la filière bois et des emplois induits de ce secteur. Les déclarations et garanties de l'État reconnaissant la filière forêt-bois comme un atout majeur pour l'avenir des territoires, la transition écologique et énergétique ainsi que la lutte contre le changement climatique. Il est proposé au conseil municipal d'exiger le retrait immédiat de la contribution complémentaire des communes propriétaires de forêts au financement de l'ONF, d'exiger la révision complète du projet de contrat État-ONF 2021-2025, de demander que l'État porte une vraie ambition politique pour les forêts françaises, de demander un maillage territorial efficient des personnels de l'ONF face aux enjeux auxquels la forêt doit faire face, d'autoriser, Monsieur le maire, à signer tout document afférent. Merci pour cette lecture de la motion. Avez-vous des questions? Pas de questions. Je propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité sur la motion. Je vous remercie. Les questions numéro 22 et 23, la question numéro 22 concerne le syndicat des communes du littoral varois avec la présentation du rapport d'activité. Et j'ai oublié la 21, donc c'est bien ce que je disais. Je reprends. On vient de voter la 20, donc il nous reste... Bien sûr, on a voté la 19. Vous voyez, je vais tellement... Alors, la 20, j'ai oublié mon ami Jean-François Plain juste à côté de moi. Donc, délibération numéro 20, renouvellement de la convention avec les cabinets vétérinaires. Jean-François. Mesdames, Messieurs, alors ça concerne le renouvellement des conventions que nous avions passées déjà auparavant avec les vétérinaires de la commune pour les soins dispensés aux animaux blessés et les animaux en divagation. Donc vous avez la dernière fois validé les fourrières de Hyères et de Carnoul pour la capture et pour la mise en en fourrière des animaux. Nous sommes dans l'obligation de faire vérifier les animaux lorsque ces animaux-là sont
récupérés et capturés par la police municipale pour savoir si éventuellement ils sont bien identifiés, et il s'agit éventuellement de les rendre identifiables également par rapport au code rural. Donc les chiens ou les autres animaux blessés ou accidentés doivent être conduits dans l'une des 2 cliniques vétérinaires afin que les soins nécessaires leur soient prodigués. La ville s'engage à prendre en charge les frais inhérents aux soins dispensés à ces animaux, et elle réservera ensuite le droit de refacturer aux propriétaires les dépenses induites par la prise en charge de leur animal. Les 2 cliniques vétérinaires du Pradais sont d'ores et déjà liées par une convention à la commune. Il s'agit donc de renouveler cette collaboration qui nous donne toute satisfaction. La nouvelle convention sera conclue pour une durée de 3 ans. En conséquence, il est proposé au conseil municipal d'approuver le principe de signature d'une convention avec les cliniques vétérinaires de la commune pour les soins à dispenser aux animaux blessés et ou en divagation, et d'autoriser Monsieur le maire à signer les conventions annexées et à prendre tout acte en lien avec leur application. Merci. Donc, pas de questions sur les délibérations numéro 20. Donc, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, unanimité, je vous remercie. Et donc, maintenant, nous avons bien les 2 délibérations concernant le syndicat des communes du littoral varois, avec Thomas Michel, qui va tout nous expliquer. Vous m'entendez? Bonjour à tous. Merci, monsieur le maire. Donc, la note numéro 21, c'est sur les modifications statutaires du syndicat des communes du littoral varois. Donc, suite à un courrier de monsieur le préfet adressé au syndicat des communes du littoral varois, faisant état de la nécessité de procéder à une mise à jour des statuts qui datait de 1972, et le syndicat donc a délibéré en ce sens le 12 août 2021. Certaines règles n'étaient plus conformes à l'état actuel du droit et ont été modifiées comme suit. Donc les grands thèmes, c'était donc les représentants des communes membres. Anciennement, il y avait une représentation de droit des maires des communes. Aujourd'hui, les représentants des communes doivent faire l'objet d'une élection. Le nombre de voix de chaque commune membre. Anciennement, chaque commune était représentée par 2 délégués, avait droit à 1 voix à l'occasion de tous les votes qui interviennent au sein du syndicat. Aujourd'hui, chaque délégué possède 1 voix, soit un total de 2 par commune. Et sur le nombre de vice-présidents aussi, le bureau était composé avant de 8 vice-présidents, d'un trésorier et d'un secrétaire. Aujourd'hui, le nombre maximum de vice-présidents est fixé à 11. Donc, conformément au Code des collectivités territoriales, les collectivités adhérentes au syndicat doivent entériner ces modifications. Oui, c'est exposé, et après avoir été délibéré, il est proposé au conseil municipal de valider les nouveaux statuts et d'autoriser monsieur le maire à signer toutes les pièces à intervenir pour mettre en œuvre cette décision. Merci pour la présentation de délibération. Je crois que monsieur Joffre a une question, allez-y. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. En tant que délégué, j'aurais une question à te poser. Quel est le bien fondé de ce syndicat? Autrement dit, quelle est l'articulation qu'il peut avoir avec la métropole, par exemple, au niveau du sentier du littoral, des plages? J'aurais aimé comprendre ça. Merci. Alors, j'aimerais bien répondre à la question numéro 22, justement, parce que c'est la synthèse et le rapport d'activité du syndicat. Du coup, comme ça me permet d'expliquer ce qui s'est passé cette année et d'expliquer le rôle du syndicat aussi, parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de Pradésans qui connaissent ce syndicat. C'est pourquoi je pose la question, merci. Parfait, donc on va faire ça, on va voter la 21, et ensuite, Thomas va vous présenter le rapport du syndicat des communes du littoral varois. Donc pour la 21, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, unanimité, je vous remercie. La question 22, c'est une présentation du rapport, mais ça ne se vote pas, c'est juste une présentation de rapport. Oui, merci monsieur le maire. Du coup, je vais en dire un petit peu plus sur la présentation de ce rapport. Donc, conformément aux dispositions, effectivement, il est donné connaissance au conseil municipal des rapports d'activité de ce syndicat dont la commune est membre. Donc, dans ce rapport, il y a 61 pages. Je voulais vous rappeler que pour le Pradais, effectivement, il y avait 2 délégués pour ce syndicat, donc moi-même et mon collègue Jean-Marc Illich. Le rôle de ce syndicat, c'est de travailler sur l'étude, la protection et la mise en valeur et la défense des intérêts de notre littoral. On se réunit régulièrement afin de résoudre les différents problèmes liés à l'érosion côtière, par exemple, à la préservation du littoral en général,
mais aussi en vue de répondre aux diverses questions maritimes. Cette année, les sujets des réunions ont surtout parlé dans un premier temps de déconfinement au niveau de nos plages, donc de la réouverture des plages au public, des mesures de sécurité et de distanciation par rapport au Covid sur les plages du littoral varois. Nous avons fait des visites aussi militaires au niveau de toutes les installations militaires, des centres DGA qu'il peut y avoir sur notre côte, au niveau de la côte varoise. Nous avons rencontré très souvent le préfet pour la préparation des plages, justement pour l'amélioration et pour tout ce qui peut se passer au niveau de la sécurité, de la prévention, notamment du Covid pour la saison 2021. Nous avons fait un gros travail sur les mouillages aussi en mer, parce qu'il n'y a pas que la côte, il y a aussi la mer et les fonds marins, avec cette question des mouillages et sur les impacts de la création de zones de protection renforcées pour ces mouillages au niveau de la mer. Nous avons fait une adhésion du syndicat à la stratégie de la région Sud aussi, pour sensibiliser à la réduction des déchets plastiques. On essaye de prôner le zéro plastique pour interdire la fin des sacs plastiques, donc du nettoyage, de la prévention, de l'optimisation de tri pour réutiliser et donc le recyclage de ce plastique. Enfin, beaucoup de discussions aussi sur tous les problèmes d'érosion en bord de mer et notamment sur toutes les constructions qui se trouvent en bord de mer. D'ailleurs, on en a souvent parlé avec notre adjointe à l'urbanisme. C'est vrai qu'il va y avoir de nombreuses questions par rapport à ça et par rapport aux autorisations de construction en bord de mer si le niveau des eaux continue à monter. Voilà, j'ai dit. Merci pour la présentation de ce rapport. J'espère que ça a répondu à l'ensemble de vos interrogations, ou en tout cas à la plus grande partie. Donc je vous demande de prendre acte du fait que ce rapport a été présenté. Et nous en avons fini avec l'ensemble des points du conseil municipal. Vous avez bien sûr reçu les décisions de communication qui vous permettent de suivre au plus près la vie de notre belle commune. Je vous remercie de votre participation, mais avant de vous laisser partir, je vais laisser Madame Cabot s'exprimer. Elle a envie de parler, elle me fait un grand signe de là-bas. Allez-y, Madame Cabot. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les élus, chers collègues et amis, Monsieur le maire, aujourd'hui, contrairement à mon habitude, je vais être moins conviviale et moins constructive. Je vais vous exprimer mon ressenti en tant qu'élue, pradétane et présidente d'association. Il me semble opportun, après de longs débats sur les réseaux sociaux et dans le village, de revenir sur le Forum des associations 2021 et d'obtenir des réponses. Je vais reprendre en partie les termes employés sur mon post, que chacune et chacun a pu lire il y a 3 semaines environ. Comment, même avec retenue, ne pas exprimer sa colère lorsqu'après avoir maintenu l'Electro-Garden Party, les soirées du jeudi dans le parc et le Mondial de la Moule 3e édition à venir, nous apprenons en amont que le Forum des associations est annulé pour des raisons de pic de 4e vague. Sérieusement, quelle désillusion! Même si un courriel a été adressé aux présidents d'associations pour les informer de cette décision, afin de vous exonérer sous couvert de contraintes sanitaires. Pouvez-vous imaginer un instant leur déception, d'autant que le temps passant, tout aurait pu évoluer. L'erreur est humaine. Souhaitez-vous que le Pradé ressemble à Saint-Tropez et devienne une ville bling-bling, sans âme ni humanité? Je ne pense pas que ce soit ce que les Pradétans attendent. Ils aiment leur ville telle qu'elle est, ancienne et moderne à la fois. Je ne suis pas contre les festivités qui donnent une image plus jeune et attractive du Pradé. Mais pourquoi, alors, ne pas conserver aussi le forum qui rassemble et réunit toutes les tranches d'âge, particulièrement les Pradétans? L'organisation de cette manifestation, devenue annuelle depuis 2014, est désormais plus que rodée depuis 7 ans. Le forum a toujours eu lieu en plein air, dans un cadre suffisamment grand pour espacer les stands et canaliser les visiteurs dans le parc Ravero. Pourquoi avoir fait le choix d'annuler ce moment de partage et de convivialité en ces périodes difficiles que nous avons traversées et traversons encore? Comment ont fait les communes voisines qui ont toutes, je dis bien toutes, maintenu ce moment privilégié qu'est le forum? Logique, bon sens, respect, proximité avec les administrés et les associations. Monsieur le maire,
Y a-t-il 2 poids et 2 mesures pour les pradétans? Est-il plus important, dans votre mandat d'édile, de privilégier et de satisfaire les gens qui viennent en vacances et de l'extérieur ou les pradétans qui vous ont élus? L'aspect festif prime-t-il au Pradé? Il y a celles et ceux qui font et qui aiment la fête, sans distanciation, dans une ambiance électro bien arrosée, payante de surcroît. Mais il y a celles et ceux qui aiment aussi faire la fête dans le cadre de la vie associative. Il est vrai que cette catégorie ne rapporte pas d'argent à la commune, bien au contraire. Elle en coûte, puisqu'ils demandent des subventions pour subvenir à leur existence. Une subvention, oui, c'est important, certes, obligatoire pour certains. Mais le contact humain reste avant tout une priorité. Le monde associatif, vous le savez, est une richesse locale, une vitrine sur la commune. En tant qu'élue et pradétane de souche, je constate avec regret que tout ce qui avait été mis en place et qui respectait les traditions compte peu ou prou à vos yeux. Beaucoup d'entre vous ici présents savent quelle est l'importance de notre investissement familial dans le village et dans les associations, toutes générations confondues. En tant qu'élue et présidente, je suis à l'écoute. Je prends en considération et je respecte ces personnes qui donnent de leur temps, de leur argent, cette espèce en voie de disparition qui transmet des valeurs de partage intergénérationnel, en 2 mots, les bénévoles. Sans eux, le tissu associatif dont vous êtes fiers n'existerait pas. Sont-ils vraiment considérés à leur juste valeur? Ce jour-là, les associations rassemblent, recrutent de nouveaux adhérents, renouent avec le lien social qui leur a tant manqué pendant le confinement. Cette journée leur est consacrée. Nous devons les remercier pour le travail accompli et non pas s'en désintéresser. Peut-être pourriez-vous prendre exemple sur les villes environnantes qui ont mis leur président à l'honneur lors de cette manifestation. Monsieur le maire, une bonne fois pour toutes, pourriez-vous nous dire quelle est la véritable raison qui vous a poussé à supprimer cette manifestation aux grandes dames de ces associations patriotiques, sportives, humanitaires ou culturelles, ainsi que de ces bénévoles qui œuvrent toute l'année pour que le Pradé continue à exister au sein de la métropole? Et surtout, n'invoquez pas l'organisation difficile, qui est bien rodée, ni le pic de Covid, ni la 4e vague. Ce serait croire que nous sommes dupes. Vous feriez injure à notre intelligence. Pour conclure mon intervention, je m'interroge quand même. Faut-il qu'un maire soit natif de la commune pour tisser une relation de confiance et d'échange afin de répondre à l'attente de ses administrés? J'ai des exemples. Être maire, c'est aussi et surtout être à l'écoute de ses concitoyens. Je vous remercie, monsieur le maire. Madame Brandino, mais je vais répondre à Madame Est-ce que Cabot je peux avant, juste mais allez-y. compléter son propos avant et vous répondra après? Pardon? Si possible. Je peux compléter son propos, s'il vous Complétez, plaît? cher ami, Merci, complétez. monsieur le maire. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, je profite que Madame Cabot ait demandé des réponses pour nous aussi en donner, puisqu'on nous en pose en fait. Je parle du dernier conseil municipal. Un monsieur que je ne peux nommer, vous comprendrez pourquoi, nous disait que les sujets traités auraient mérité des questions de la part de l'opposition. Eh bien, je voudrais prendre le temps de répondre au nom de nous 7, et pas que, je pense, c'est-à-dire d'expliquer les choses, si vous le voulez bien. Madame Brandino, je ne vais pas être désagréable ni discourtois en vous interrompant. Est-ce que votre intervention a quelque chose à voir avec ce que Madame Cabot dit ou pas? Tout à fait. Allez-y alors. Merci. Pour répondre de manière efficiente à ce monsieur, on voudrait lui dire que ces questions, nous les avions posées en commission et qu'il nous a été répondu que nous ne pouvons pas en savoir davantage, que vous ne pouviez pas en dire plus. Alors oui, monsieur, notre place dans la municipalité, bien qu'ayant obtenu des résultats quasi identiques à 227 voix près, n'est que la traduction de la considération qu'a la majorité à l'égard de l'opposition. J'éviterai d'en donner des exemples, résumant cela en émargement lors des commissions et des conseils municipaux, à une information limitée et à la rare considération de notre réflexion et à l'inexistence de notre collaboration. Cher monsieur, l'opposition, malgré tout cela, continue de défendre son programme, de représenter ses électeurs, et elle continue de croire qu'un jour il sera possible de travailler en collaboration.
Elle a lu plus récemment de l'un des partisans de la majorité faire des remarques et voter pour un délice. Elle affirme que oui, aujourd'hui, elle peut être fidèle à ses électeurs, mais que lorsque cela est justifié, on peut questionner, mais ne pas s'opposer systématiquement à la majorité. Je finirai en disant qu'aujourd'hui, notre opposition, elle croit qu'on peut avoir de la considération et de l'intérêt à porter à l'équipe en place, mais aussi à tous ceux qui ont voté pour un autre candidat ou pour personne. Merci. Merci. Donc, ce n'est pas grand-chose à voir avec l'intervention de Mme Cabot. Donc, je vais répondre Donc, je vais vous répondre d'abord en première. Effectivement, on est totalement à l'écoute de la population, bien sûr, des élus. Je l'ai dit, j'ai mis en place des permanences tous les 2 vendredis, ça ne se faisait pas avant, de 10h à midi, sans rendez-vous. Donc, tous les gens qui veulent me rencontrer, qui veulent poser des questions, ils viennent en permanence, je prends sans rendez-vous. Si ça, c'est pas être à l'écoute de la population, il faut me dire ce que c'est que d'avoir une écoute. Ensuite, on a mis un certain nombre d'outils à disposition de la population, notamment à l'Omairie. On a aussi mis une application en place où les gens peuvent dialoguer directement avec les services ou avec les élus, notamment via un service d'alerte quand il y a des problèmes dans la commune. On a, au niveau de mes élus, j'ai redistribué les rôles. J'ai un élu qui s'occupe exclusivement, quasi exclusivement des relations avec les CIL, afin d'avoir encore une plus grande écoute et une plus grande proximité. On reçoit les CIL sur demande, c'est normal. Des fois, il y a des projets qui se passent dans les quartiers. Les habitants, soit directement, soit au travers de leur CIL, parce que tout le monde n'a pas envie d'adhérer à un CIL, viennent nous voir, on leur explique ce qu'on peut leur expliquer, et on dialogue avec eux. Donc l'écoute, je pense qu'elle est là, elle est bien là, et notamment avec les élus de l'opposition. C'est pour ça qu'on fait des commissions. Donc peut-être dans les commissions, vous avez donné des indications un petit peu générales. Si on vous donne des indications, des informations, c'est qu'on peut le faire et on est content de le faire. Il faut savoir que notamment sur l'urbanisme, que c'est peut-être à ça que vous faites allusion, l'urbanisme, tous les documents, toutes les informations ne sont pas communicables. Donc pour vous être agréable, on ne va pas non plus prendre le risque juridique de donner des informations qui font partie de ce qui est privé. Donc il y a des choses qu'on peut communiquer, d'autres choses qu'on ne peut pas communiquer. C'est comme ça. Il y a, d'ailleurs, vous avez la possibilité, si vous pensez qu'à un moment on contrevient aux exigences de la loi, vous avez la possibilité de saisir la CADA pour vous faire communication de documents. Mais en général, on appelle, nous, déjà la CADA avant, quand on a des fois des interrogations sur les documents qu'on peut communiquer ou ne pas communiquer, parce qu'on ne veut pas se mettre en risque par rapport à la commune. Moi, j'ai aussi la responsabilité de protéger la commune par rapport aux documents qui sont issus de partenaires et qu'on pourrait divulguer alors qu'on n'a pas le droit de le faire. Quand on a un doute, c'est pas difficile, on appelle soit le contrôle les services, d'ailleurs, c'est pas moi qui les appelle, les services appellent soit le contrôle de légalité, soit la CADA. Donc, si on vous transmet les informations, c'est qu'on a le droit de le faire. Si on ne vous transmet pas les informations, c'est qu'on n'a juste pas le droit de le faire. Si vous estimez que c'est faux, vous avez d'abord la possibilité de faire un recours gracieux auprès du maire, vous envoyez un petit email, un petit courrier, on revérifiera une deuxième fois l'information, personne n'est parfait, tout le monde peut se tromper, on revérifie l'information. Si on s'est trompé, on vous communiquera le document, et si on s'estime dans notre bon droit, ben on vous proposera d'écrire à la CADA pour qu'il tranche le différend qui pourrait éventuellement nous opposer. Je note qu'en un an, ce n'est jamais arrivé, donc on ne doit pas être si tortureux et tortueux que vous le dites. Ensuite, donc la communication, elle est là, l'écoute, elle est là, les commissions, elles ont bien lieu, les permanences ont bien lieu, on fait le boulot, on est là. Franchement, d'ailleurs, est-ce qu'à un moment, on vous a coupé? Non. Je pense que c'est un de vos soutiens tout à l'heure qui s'est un peu exprimé violemment. D'ailleurs, il faudra lui rappeler qu'est-ce que c'est que la bienséance d'un conseil municipal. On n'est pas censé vociférer comme ça en plein conseil. Donc, je pense que vous êtes à l'écoute, vous demandez la parole, on vous la donne, vous avez la possibilité de vous exprimer, on ne vous arrête pas, vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Je pense qu'on est vraiment dans cette concertation, dans cette écoute et dans cette communication. Pour répondre à Madame Cabot maintenant. Alors, vous savez, la gestion de la crise, on peut toujours critiquer la gestion de la crise par une municipalité. Alors des fois, on n'a pas fait ce qu'il fallait pour la distribution de masques. Après, on en fait trop parce qu'on fait un événement qu'on n'aurait pas dû faire. Après, on fait un événement qu'on aurait dû faire mais qu'on n'a pas fait. On peut tourner ça dans tous les sens. Il y a un moment, il faut juste prendre des décisions. Donc les décisions qu'on prend par rapport à la crise sanitaire, qui apparemment sera en train de s'estomper, elle se prend un instant T, parce que ça s'organise. Tous les événements s'organisent. Donc on fait un point d'instant T. Alors quand on a décidé de faire l'Electro-Garden, tout semblait au vert. Là, on a essayé de faire l'Electro-Garden party. Après, quand on s'est posé la question pour le forum des associations, on était fin juillet, on nous expliquait qu'on allait tous mourir à nouveau début septembre.
On se posait d'ailleurs des questions pour la rentrée, pour ceux qui ont des enfants. Souvenez-vous, pour ceux qui sont professeurs des écoles, Agnès, Cécile ou d'autres personnes ici qui sont professeurs, n'est-ce pas, ma chère amie, le problème, c'est qu'on se posait la question de savoir comment allait se passer la rentrée. On était inquiets pour nos enfants qui rentraient en primaire, inquiets pour nos collégiens, inquiets pour nos lycéens, très inquiets du pic qui pourrait arriver en septembre. Et c'était l'état d'esprit fin juillet, début août. Alors on oublie tout avec le temps, bien sûr, surtout quand c'est commode. Mais moi, on peut reprendre les coupures de journaux de l'époque. Je peux vous assurer que la situation, on nous annonçait le tonnerre pour septembre. Bon, il se trouve qu'au fil du temps, on a obligé les gens à se vacciner, on a eu le pass sanitaire en place. Apparemment, ça semble produire ses effets. Et pour finir sur le mondial de la moule, il a fallu prendre des décisions sur le mondial de la moule. Vous m'auriez posé la question il y a 3 semaines. La tendance était plutôt on fait rien. D'ailleurs, j'avais donné, les fonctionnaires m'en sont témoins, j'avais donné la consigne de ne rien organiser, de ne rien faire, de ne prendre aucun engagement financier, sachant qu'à mon avis, on n'aurait pas la possibilité de faire le mondial de la moule cette année. Donc il y a 3 semaines, encore 3 semaines, c'était juste quasiment impossible. Alors ils ont quand même, les gens nous posaient la question, posez la question aux commerçants, puisque apparemment vous êtes proche des commerçants plus que nous. Je ne sais pas à quel titre vous octroyez ce titre, mais posez la question aux commerçants et tous les commerçants peuvent vous dire qu'il y a 3 semaines, un mois, on se posait la question et on pensait que le mondial n'aurait pas eu lieu. La situation sanitaire s'est détendue. On a appelé la préfecture parce que ce sont des événements d'ampleur. Vous avez souligné vous-même que ça renforçait l'attractivité de la commune, son dynamisme. Écoutez, au moins c'est un point sur lequel nous sommes tout à fait en accord. Donc effectivement, nous renforçons le dynamisme de la commune. Nous renforçons son attractivité, pas simplement au travers des événements. C'est vrai aussi avec les opérations de façade dont on a parlé tout à l'heure. Vrai avec tous les aménagements du territoire qu'on fait. On travaille aujourd'hui sur une piste cyclable qui va rejoindre le centre-ville à la Garonne. Et je voudrais revenir plus précisément sur le tissu associatif. Le tissu associatif, là encore, j'avais parlé tout à l'heure de la communication qu'on a établie avec les CIL. Je voudrais revenir un petit peu en focus sur le tissu associatif. Le tissu associatif, d'abord, il n'y a pas que des pradétans. Il y en a, mais pas que. Il y a aussi des gens qui viennent au Pradet parce que leur association est bien accueillie. Donc des gens qui habitent à la Farlène, qui viennent de plus loin encore, qui viennent au Pradet parce qu'on les accueille. Ils ont des sociétaires qui viennent. Super, on est super content de les accueillir. On a un tissu associatif qui est hyper dynamique. Ça ne date pas de moi, ça datait déjà d'avant moi. Donc, je ne vais pas en tirer les lauriers, mais on a poursuivi le mouvement et on l'a accompagné. Et je vais vous dire comment on l'a accompagné. On l'a accompagné parce que quand j'ai désigné un certain nombre d'élus, j'ai parlé tout à l'heure du CIL, le nombre d'élus qui s'occupent du tissu associatif est plus important qu'avant. Parce qu'il y a des élus qui s'occupent du monde sportif, des élus qui s'occupent de la santé. Donc on a essayé d'être encore plus présent avec mes élus pour le tissu associatif. Donc on a renforcé notre présence des élus auprès du tissu associatif. Mais pas seulement. On a aussi une fonctionnaire dont la mission, c'est de s'occuper du tissu associatif. Il n'y a pas ça avant. Donc c'est encore plus d'accompagnement, encore plus de soutien qui est apporté au tissu associatif. Alors oui, on ne fait pas le mot foramisation des associations en 2021. Pour rappel, à l'époque, c'était une année sur 2. C'est nous qui l'avons passé tous les ans à partir de 2014. Je voulais bien rappeler dans le discours. Non, vous avez dit que si, depuis 2014, il était annuel. Alors, Madame Cabot, je vous ai laissé parler tout à l'heure. Oui, vous avez raison. Est-ce que vous auriez l'extrême courtoisie de me laisser finir? Bien sûr, tout à fait. Vous êtes extrêmement gentil avec moi aujourd'hui. Donc, autre chose qu'on a fait avec le tissu associatif, vous voyez, regardez ce magnifique magazine qui est en train d'être imprimé, qu'on va distribuer dans tout le Pradet. Parce qu'effectivement, on n'a pas fait le forum d'association, mais pour conserver ce lien avec le tissu associatif, pour être certain que tous nos administrés connaissent bien le tissu associatif du Pradet, on a décidé de faire une édition spéciale, qui est en préparation depuis qu'on sait qu'on ne va pas faire le forum, de manière à ce que tous les pradétans aient bien l'ensemble des coordonnées de notre tissu associatif. Ah, vous savez, quand on pèse le pour et le contre, oui, à un moment, il a fallu prendre une décision, et quand on est à la tête d'une commune, qu'on se pose la question de la santé des administrés, il y a un moment, je crois qu'il faut savoir prendre les bonnes décisions. Alors, quitte à ne pas faire plaisir à 2, 3, 4, 5, peut-être même 10, 15, 20, 30 présidents d'associations, mais quand on discute avec eux, au final, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont venus nous voir, ils ont tout à fait compris la situation. Apparemment pas vous, mais il y a une grande majorité, une vaste majorité qui a compris la situation et qui a placé le curseur sur la sécurité sanitaire en accompagnement de la commune. Chacun son choix, mais moi je respecte chacun des quoi. Ce n'est pas le vôtre, mais je pense que c'est celui de la vaste majorité des présidents d'associations. Ensuite, ce magazine donc, décrit l'ensemble des associations du Pradet avec les coordonnées exactes. Et quand on pèse le pour et le contre, bien sûr que c'est sympa de voir le tissu associatif, bien sûr que c'est d'être en contact, mais on l'est, vous savez. On l'est au cours de l'année. Ce n'est pas que pendant le forum des associations qu'on voit tous les présidents d'associations ou tous les membres. C'est toute l'année.
on va sur le gymnase, on va sur les terrains de foot, on va sur les terrains de rugby, on a l'écoute, on reçoit les présidents d'associations aussi dans notre bureau, on va sur place, on les voit, et on édite cette édition spéciale de manière à ce que ce lien se fasse. Alors tout pesé, oui, on n'a peut-être pas fait le forum des associations, mais on a largement compensé en ayant plus d'élus sur le terrain avec le tissu associatif, en ayant un fonctionnaire à temps complet qui s'occupe du tissu associatif, en ayant l'édition spéciale qui relaie dans le détail l'activité, les contacts du tissu associatif, de manière à ce que le tissu associatif puisse repartir encore de plus belle à la fin de cet épisode sanitaire qui, on espère, s'achèvera le plus vite possible. Merci de votre écoute, Madame Cabot. Merci, Monsieur le maire. Je voulais juste dire que le Forum des associations, c'est quand même une fête très importante. Tout le monde en convient. Voilà. Et la fête, on aime bien. Parfait. Je vous remercie pour ce conseil municipal. C'était très agréable de vous avoir tous autour de la table. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, je vous donne rendez-vous au Mondial de la Moule, donc, parce que j'ai bien compris que tout le monde appréciait ce rendez-vous incontournable et mondial.